Alors bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui porte sur la loi des finances. Ça concerne le chapitre 3 du cours sur les finances publiques. Alors dans ce cours, on va essayer de connaître c'est quoi une loi de finances, comment il se prépare, comment il s'exécute et surtout son rôle dans la gestion des finances publiques. La loi de finances, il est défini comme une loi qui prévoit, évalue, énonce et autorise pour chaque année budgétaire l'ensemble des ressources et des charges de l'État dans les limites d'un équilibre économique et financier qu'il définit. Donc, on comprend qu'il s'agit d'un acte de prévision des chiffres qui concerne les recettes et les dépenses. De même, c'est un acte d'autorisation du gouvernement pour exécuter ces dispositions. Donc, en général, la loi de finances comprend un ensemble de comptes qui décrivent les ressources et les dépenses de l'État et des autres établissements étatiques. Donc, à savoir les comptes budget général, budget annexe, comptes spéciaux de trésor. La loi de finances comprend donc deux parties. La première partie est réservée aux ressources et la deuxième partie elle est réservée aux dépenses. Alors concernant la partie réservée aux ressources, donc il comporte l'autorisation de perception des recettes publiques et d'émission des emprunts, euh, les dispositions relatives aux ressources publiques que la loi de finances peut créer, modifier ou supprimer, l'évaluation globale des recettes du budget général, des budgets des services de l'État gérés de manière autonome et des comptes spéciaux de trésor. Et il arrête toujours la partie des ressources, il arrête les données générales de l'équilibre budgétaire et détermine les conditions de cet équilibre. Concernant la partie dépenses, donc il arrête par chapitre les dépenses du budget général, par service les dépenses des budgets des services de l'État gérés de manière autonome, par contre les dépenses des comptes spéciaux de trésor. Donc la loi de finances, elle est adoptée et votée par le Parlement et elle est exécutée par le gouvernement. Toutefois, le cadre juridique des lois de finances est défini par une loi dite loi organique relative aux lois de finances. Alors c'est quoi cette loi organique des lois de finances? Cette loi, il contient des dispositions relatives à la présentation des lois de finances, à leur examen, à leur contenu, à leur exécution et à la comptabilité publique et aux moyens d'information et de contrôle du Parlement. Donc, la loi organique des finances, il comprend un tableau de financement montrant la manière dont l'État finance son activité au cours de l'année, un compte de résultats, le bilan de l'État et une évaluation de ses engagements hors bilan. Il s'accompagne de nombreuses annexes, notamment des rapports annuels de performance qui précisent par programme les résultats atteints et permettent une évaluation de l'utilisation des crédits au regard des objectifs fixés. Alors, il y a plusieurs types de lois de finances. Il y a la loi de finances initiale, loi de finances rectificative et loi de règlement qui font tout l'objet d'un vote au Parlement ainsi qu'une loi spéciale. Donc, quatre types de lois de finances. Euh, donc, la loi de finances initiale, elle prévoit les ressources de l'année à venir et on fixe le montant des dépenses arrêtant ainsi l'équilibre budgétaire. Il est élaboré par le gouvernement et présenté au Parlement. Donc, ce projet de loi il est discuté au Parlement puis aux chambres des conseillers. Ces deux chambres modifient le projet de loi de finances jusqu'à ce qu'une majorité des parlementaires vote en faveur de la loi. Donc, les recettes dans la loi de finances ont un caractère évaluatif, euh, d'où le recours à une loi de finances rectificative en fin d'année. Les prévisions en matière de ressources ou bien de recettes ne sont pas définitives et donc ils peuvent être modifiés au cours de l'année à l'aide du recours à une loi de finances rectificative. De leur côté, les dépenses ont un caractère limitatif. La loi de finances, il fixe un plafond
appréciée suivant le programme. Donc la loi de finances initiale, elle est soumise à certaines règles de présentation visant à mieux informer le Parlement et à rendre lisible le budget présenté par le gouvernement. Donc une fois la loi de finances initiale est adoptée par le Parlement, il sera publié au bulletin officiel et cette loi devient la loi définitive de, de l'année. Deuxième type de loi de finances, c'est la loi de finances rectificative. Donc la loi de finances rectificative, il intervient au cours d'une année budgétaire et permet de modifier les dispositions prises par la loi de finances initiale, soit les charges, soit les ressources. Quel est l'objet de la loi de finances rectificative? C'est d'abord prendre en compte les évaluations révisées des ressources de l'État du fait des écarts constatés entre les prévisions et les recettes effectivement encaissées, apporter au crédit, apporter au crédit les modifications nécessaires à ce que le gouvernement est autorisé à opérer par voie réglementaire et déterminer le nouvel équilibre budgétaire. Le gouvernement ne peut modifier les rubriques des charges ou des recettes sur la loi de finances durant son exécution que par une loi rectificative. Donc, la loi de finances rectificative obéit et répond aux mêmes formalités techniques, juridiques et constitutionnelles qui régissent la loi de finances initiale au niveau de l'élaboration, discussion, vote, exécution et contrôle. Toutefois, cette loi comprend moins de dispositions et sans discussion donne lieu à des débats relativement brefs. Ce n'est pas comme dans la loi de finances initiale, là où le débat est plus détaillé et prend plusieurs semaines de concertation. Troisième type de loi de finances, c'est la loi de règlement. Alors, alors, donc cette loi, il arrête les comptes et le montant définitif des dépenses ordonnées et des recettes encaissées se rapportant à une même année budgétaire et détermine le résultat budgétaire qui en découle, c'est-à-dire soit déficit, soit excédent. Donc la loi de règlement, il intervient après l'exécution de la loi de finances annuelle pour s'assurer de la bonne exécution et de la vérité des réalisations des prévisions contenues dans la loi de finances initiale. Donc la loi de règlement, elle établit le compte de résultat de l'année et permet de finaliser la loi de finances d'une année donnée, en ratifiant l'ensemble des modifications ayant eu lieu par rapport à la loi de finances initiale. Donc, comme les autres lois, la loi de règlement, il constitue un document comptable soumis à l'examen et à l'approbation du Parlement selon les règles ordinaires. Donc, la loi de règlement, il doit être déposé par le gouvernement sur le bureau du Parlement pour être discuté et voté au plus tard à la fin de la deuxième année budgétaire qui suit l'année d'exécution de la loi de finances. Donc c'est la loi de finances initiale, bien, la loi de finances concerne l'année N, donc la loi de règlement, il doit être déposé avant la fin de l'année N plus 1. Quatrième type de loi de finances, c'est la loi spéciale. Donc c'est une loi particulière qui est soumise à une procédure exceptionnelle. Elle a pour but de permettre au gouvernement de continuer à percevoir les impôts existants, puis à ouvrir des crédits pour les différents services jusqu'au vote de la loi de finances. Il s'agit d'une mesure d'urgence qui n'a pas vocation à être utilisée en temps normal. C'est-à-dire que l'État n'a pas, ou bien le gouvernement n'a pas pu élaborer une loi de finances à temps, et on est à la fin de l'année. Donc la loi spéciale, elle autorise le gouvernement à continuer à exercer ses activités, à faire à payer les dépenses et recevoir les recettes, en attendant que la situation exceptionnelle devienne normale. Cette loi de finances spéciale est adoptée dans trois cas. Le Parlement n'a pas adopté à temps le projet de loi de finances, retard de dépôt de projet dû par le gouvernement, retard ayant pour origine une décision du Conseil constitutionnel déclarant le projet de loi de finances contraire à la Constitution. Donc il ne répond pas aux règles de la Constitution. Alors concernant l'élaboration
du projet de loi de finances. Donc, pour élaborer un projet de loi de finances, il y a un calendrier à respecter. Donc, avant le 1er mai, le ministère des Finances doit présenter le projet de loi de finances au Conseil du gouvernement. Et il doit présenter aussi un exposé sur les conditions d'exécution de la loi de finances en cours, ainsi que sur les perspectives du projet de loi de finances pour l'année suivante. Et toujours avant le 1er mai, il faut inviter les ordonnateurs à préparer leurs propositions au titre des recettes et des dépenses pour l'année suivante. Avant le 1er juillet d'une année, le ministère des Finances reçoit les propositions des ordonnateurs concernant les prévisions de recettes et de dépenses ainsi que des projets de dispositions insérés dans une loi de finances. Le 22 octobre au plus tard, c'est-à-dire 70 jours avant la fin de l'année en cours, il faut qu'il y ait le dépôt du projet de loi de finances de l'année sur le bureau de l'une des deux chambres du Parlement. Le 31 décembre au plus tard, il faut qu'il y ait le vote de la loi de finances par le Parlement. Concernant le processus de préparation du projet de loi de finances, donc il y a plusieurs phases. Il y a la phase exploratoire, la phase de préparation administrative et d'arbitrage, la phase de l'approbation gouvernementale et la phase parlementaire. Alors concernant la phase exploratoire, donc cette phase, dans cette phase, il y a implication surtout des organes et des directions du ministère des Finances qui font leurs travaux. Par exemple, la direction des études et des prévisions financières s'occupe de suivi des principales tendances de la conjoncture économique nationale et internationale et de ses perspectives d'évolution. L'administration des douanes et impôts indirects et la direction générale des impôts traitent les recettes dont ils ont respectivement la charge. La direction des entreprises publiques et de la privatisation se charge de l'établissement des prévisions des recettes et des dépenses découlant de l'activité des établissements et entreprises publiques ainsi que des opérations éventuelles de privatisation. La direction du budget s'occupe des prévisions des dépenses liées au budget de fonctionnement et d'investissement ainsi que des prévisions de recettes ne relevant pas de la compétence des autres directions. La direction du Trésor et des finances extérieures prend en charge les éléments relatifs à la dette publique et les contributions des organismes financiers à la couverture du budget. Et c'est la direction du budget qui invite les départements ministériels à faire leurs propositions en matière de recettes et de dépenses. La direction du budget collecte ces propositions, établit un document unique, synthétique, qui sera soumis au gouvernement pour approbation. Alors la phase de la préparation administrative et des arbitrages. Donc cette phase se caractérise par deux éléments fondamentaux, l'élaboration des propositions au sein des ministères et l'élaboration des réunions entre la direction du budget et les représentants de chaque ministère en vue d'arriver à des décisions concernant les enveloppes budgétaires à ouvrir. Quand il y a des points litigieux, il y a des situations de litige entre la direction du budget et un ministère, donc dans ce cas, le ministère des Finances peut faire l'arbitrage. Dans la plupart des cas, une solution appropriée est trouvée à ce niveau. Lorsque le problème persiste, il y a une intervention du chef du gouvernement qui va trancher définitivement sur le problème. Alors, phase de l'approbation gouvernementale. Dans ce cas, il y a l'approbation du projet de loi de finances par le Conseil du gouvernement et l'approbation par le Conseil des ministres. Euh, Après l'approbation du Conseil des ministres, le projet de loi de finances est communiqué dans sa version définitive à l'imprimerie officielle qui procède à son impression euh, et par la suite, elle est déposée dans les bureaux des chambres parlementaires. Phase parlementaire. Donc, dans cette phase, il y a des discussions
et le vote de la loi des finances. On peut distinguer dans ce cas, bien sûr, entre le cas où le projet peut être approuvé ou non. Donc, en général, le 22 octobre, c'est-à-dire 70 jours avant la fin de l'année en cours, le projet doit être déposé dans l'une des deux chambres du Parlement. Ce projet sera transmis immédiatement à la commission des finances relevant de la chambre. Le 21 novembre, c'est-à-dire 30 jours après la date de dépôt du projet, il y a vote du projet de loi de finances par la première chambre, puis soumission du projet à la seconde chambre. Le 20 décembre, c'est-à-dire dans un délai de 30 jours après le dépôt du projet auprès de la seconde chambre, il faut qu'il y ait le vote de la loi de finances par cette chambre. Du 21 au 31 décembre, il faut bien sûr voter le projet de loi de finances. En général, le Parlement il doit s'assurer que les objectifs des politiques publiques mentionnés pourront être atteints une fois le budget exécuté. C'est pourquoi sont soumis au Parlement plusieurs documents qui accompagnent le projet de loi de loi de finances. Voilà pour ce qui est de cette première séance du chapitre 3. Merci de votre attention. Bonjour tout le monde, dans cette deuxième séance de cours sur la loi de finances, relevant du chapitre 3 du cours de finances publiques. Alors aujourd'hui, on va traiter l'examen, le cadre d'examen du projet de loi de finances. On va voir aussi les techniques d'évaluation de la loi de finances. Aussi, on va voir comment se présente la loi de finances, comment se contrôle et quels sont les acteurs qui interviennent dans le contrôle. Et pour terminer avec la mise en application de la loi de finances. Alors concernant le cadre d'examen du projet de loi de finances, donc l'examen il est réalisé essentiellement par le Parlement à travers ces deux chambres. Donc le Parlement il doit s'assurer que les objectifs des politiques publiques mentionnés pourront être atteints une fois le budget exécuté. C'est pourquoi sont soumis au Parlement plusieurs documents en plus du projet de loi de finances. Donc il s'agit par exemple d'un rapport économique, social et financier sur le pays, un rapport sur les comptes de la nation, les détails des recettes du budget général de l'État, les annexes explicatives des dépenses de l'État, etc. Alors ces documents joints au projet de loi de finances sont mis à la disposition du Parlement qui va les examiner par différentes commissions parlementaires. Donc il y a plusieurs commissions, par exemple il y a la commission principale qui est la commission parlementaire des finances. Alors l'examen de cette commission se déroule durant la session d'automne d'octobre à décembre. Il est organisé et comporte un président, un rapporteur général et un rapporteur spécial pour chaque mission. Euh, cette commission peut faire appel euh, au ministère des Finances pour ou bien ils peuvent même faire appel à chaque d'autres ministères à part le ministère des Finances pour donner des précisions et des clarifications concernant que ce soit les dépenses ou bien les recettes. Il y a aussi d'autres commissions qui peuvent examiner le projet de loi de finances, par exemple, qui donnent leur avis sur le rapport final de projet de loi de finances, ou bien qu'ils se chargent d'examiner certains volets du projet de loi de finances. Concernant les techniques d'évaluation de la loi de finances, il y a les techniques qui concernent l'évaluation des recettes et les techniques d'évaluation des dépenses. Concernant les recettes, il y a plusieurs techniques qui sont envisageables. Il y a la règle de Penoltien. Sa base est la dernière loi de finances pour évaluer les recettes possibles.
c'est-à-dire qu'on reconduit automatiquement les mêmes chiffres que l'année précédente en matière de recettes. Il y a la règle de tantième de majoration, c'est-à-dire que les chiffres sont établis en fonction de la moyenne des plus-values des recettes des 5 dernières années, des cinq derniers exercices financiers. On fait la moyenne des recettes des 5 derniers exercices financiers. Et il y a l'évaluation directe des recettes. Donc, il se base sur les statistiques, sur les connaissances les plus récentes en matière fiscale et économique. Concernant l'évaluation des dépenses, il y a deux techniques. L'évaluation des services votés, c'est le cas des dépenses ordinaires et nécessaires pour le bon fonctionnement de l'administration et qui sont déjà enregistrées l'année passée. Donc, par exemple, les dépenses de fonctionnement, les dépenses euh, des charges salariales, etc. Donc, il y a reconduction automatique de ces dépenses car elles sont déjà votées au Parlement. L'évaluation des dépenses aux mesures nouvelles. Alors, s'il y a des mesures nouvelles, donc il y a lieu de créer des commissions d'études et d'évaluation qui étudient le plus spécifiquement, scientifiquement possible le coût de la dépense ou de la réforme ou du programme. Comment se présente une loi de finances? Donc la présentation de loi de finances se compose de deux parties. La première arrête des données générales sur l'équilibre financier. Il comporte l'autorisation de percevoir les recettes publiques, l'autorisation d'émission des emprunts, les modifications et les suppressions des dispositions en matière de ressources publiques, l'évaluation globale des recettes du budget général, du budget annexe et des comptes spéciaux du Trésor. La deuxième partie arrête par chapitre les dépenses du budget général et par contre les dépenses spéciales du Trésor. En général, les dépenses publiques au Maroc sont groupées en trois titres. Il y a les dépenses de fonctionnement. Donc, on prévoit un chapitre pour le personnel et un autre pour le matériel et divers. Il y a les dépenses d'investissement. Il comporte un chapitre par département ministériel. Il y a les dépenses relatives à la dette publique. Ils sont représentés en deux chapitres. Le premier comporte les dépenses en intérêt des commissions et le deuxième relatif à l'amortissement de la dette publique. Concernant les recettes de l'État, ils comprennent impôts et taxes, produits des amendes, les rémunérations des services rendus, les dons et legs, les revenus de domaine, le produit d'exploitation et de participation financière de l'État, le produit de cession des biens meubles et immeubles, le produit des emprunts. Alors concernant le contrôle de l'ordre finance, donc en général il y a trois types de contrôle. Le contrôle financier politique exercé par le Parlement, le contrôle financier juridique exercé par la Cour des comptes, le contrôle euh, financier constitutionnel exercé par le Conseil constitutionnel. Le contrôle du Parlement. Alors le Parlement, il dispose d'un pouvoir de contrôle de la loi de finances. Au sein de chaque chambre, les présidents et les rapporteurs des commissions des finances disposent de pouvoirs d'investigation importants. Ils ont droit d'accéder à tout document d'ordre financier ou administratif. Ils peuvent auditionner toute personne de leur choix. Ils peuvent demander à la Cour des comptes de mener des enquêtes. Alors, à l'intérieur de chaque mission, bien commission, ils peuvent proposer des redéploiements de crédits entre programmes. Ils peuvent créer, modifier ou supprimer un programme. Toutefois, les propositions et les amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, c'est-à-dire ils proposent une diminution de recettes, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Donc, dans ce cas, le gouvernement, il ne répond que décisions ou bien propositions qui sont faisables et qui ne portent pas atteinte à la trésorerie de l'État. Le deuxième contrôle, c'est celui de la Cour des comptes. Donc la Cour des comptes est chargée d'exercer un contrôle des finances de l'État, des établissements publics et d'organismes bénéficiant de concours financiers de l'État. Ces attributions s'exercent à l'égard des comptables publics. Bien, son contrôle, il concerne les comptables publics de l'État et de ses établissements publics.
Il contrôle aussi les ordonnateurs par la formulation d'observations sur la régularité et l'efficience de leur gestion. Ils peuvent recourir à la Cour du compte, il peut recourir à la vérification de la régularité des comptes et l'appréciation de la gestion des entreprises publiques. Troisième type de contrôle, c'est celui du Conseil constitutionnel. Donc, le Conseil constitutionnel, il est chargé de faire un contrôle de l'ordre de finance et le projet de l'ordre de finance et notamment le respect des règles de vote. Il contrôle le respect des principes budgétaires. Il contrôle bien sûr la régularité, la sincérité des comptes publics. Concernant l'application de la loi de finances, alors normalement, les crédits ouverts par les lois de finances sont mis à la disposition des ministres dès la promulgation de la loi de finances. Et bien sûr, dans ce cas, il y a deux interventions de deux ordonnateurs principaux, à savoir, bien sûr, les ordonnateurs principaux et les ordonnateurs secondaires. Principaux, c'est les ministres et secondaires, c'est les autres ordonnateurs qui travaillent sous la tutelle des ministres. Alors, les ordonnateurs principaux concernent les ministres. Ils émettent des ordonnances de paiement, ordonnant au comptable le paiement d'une dépense et des ordonnances de délégation qui délèguent des crédits aux ordonnateurs secondaires. Alors, les ordonnateurs secondaires, c'est les préfets pour les services déconcentrés de l'État, les ambassadeurs pour les services à l'étranger et des hauts fonctionnaires pour certains services de l'État à compétence nationale. Il y a aussi les comptables. Donc, les comptables, ils dépendent généralement du ministère chargé des Finances et ils effectuent le paiement des dépenses présentées par l'ordonnateur après le contrôle de leur régularité et de la disponibilité des crédits ainsi que la vérification du service fait. Dans la pratique, les crédits disponibles ne correspondent pas aux crédits ouverts par les lois de finances, compte tenu d'une part des reports de crédits de l'année antérieure et d'autre part de la mise en réserve d'une partie des crédits prévus par la loi de finances pour faire face aux principaux alliés de la conjoncture et assurer le respect du plafond global des dépenses. Voilà pour ce qui est de ce chapitre sur les lois de finances. Merci de votre attention.